Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. RFM vous informe, il est 12h. Barthélémy Ngom. À la une, la mère et certains membres de la famille du jeune américain tué au quartier Kanda Amadi Diakho de Kahone sont à Kaolack depuis hier soir. Mohamed Sissé, talibé Niassène, sera inhumé cet après-midi au cimetière de Medina Baye. Affaire Guy Marius Sagna, les avocats continuent le combat. Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire sera déposée dès cette semaine. Ce sera la troisième demande de LP. C'est un classement de l'agence The Economist Intelligence Unit. Le Sénégal chute de 9 places en matière de démocratie. Notre pays est 9e africain, 82e mondial. Rapport sur l'indice de perception de la corruption, le Sénégal sur la zone rouge, selon Transparency International. Le ministre conseiller en communication à la présidence de la République émet des réserves. Selon Seydou Gueye, le Forum civil a mal interprété le rapport. Vous l'entendrez, il était tout à l'heure devant le grand jury. La lèpre, une maladie infectieuse chronique due à une bactérie. La maladie existe toujours au Sénégal. Rien qu'en 2019, 189 nouveaux cas ont été enregistrés. Dakar et Diourbel sont les régions les plus touchées. La journée mondiale des lépreux est célébrée ce dimanche. Cérémonie à Djambo, un village de reclassement situé dans le Podor. L'État est en train de travailler à l'abrogation de la loi sur les villages de reclassement social, une vieille doléance de l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées. Ce 26 janvier également, journée mondiale de la douane. Le thème, la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Il sera donc question de mettre l'accent sur la manière dont les soldats de l'économie répondent aux préoccupations socio-économiques, sanitaires et environnementales. Au Sénégal, la cérémonie aura lieu demain lundi à Tambacounda, justement là-bas, dans la capitale orientale. La douane a réalisé d'excellents résultats en 2019. Nous le verrons avec Moussa Oumar Gueye. Situation tendue en Gambie, la marche du mouvement citoyen Trieuse Jotna a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Wuri Diallo sera en direct dans ce midi. Et puis le coronavirus qui sort de son foyer, la maladie apparue à Wuhan en Chine en décembre est aujourd'hui signalée dans plusieurs pays. Le Canada a enregistré son premier cas. L'épidémie se propage et place la Chine dans une situation grave selon le président Xi Jinping. Le sport en fin de journal, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. Puis à suivre, après cette session d'information, le journal de la Ziara de la famille omarienne. Ce sera avec Seydou Nourouba. Seydou Nourouba donc, qui va vous présenter le journal de la Ziara. Seydou, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout à l'heure, donc, le journal de la Ziara, mais dites-nous déjà donc, le menu de ce que vous allez nous présenter. Oui, et suivi dans le reportage de Salimata Aou au 4e jour de la Ziara, reportage qui s'est intéressé aux consultations gratuites. Le ministère de la Santé et des disciples de la famille omarienne, en même temps, Agiot Santé sont à pied d'œuvre. Le service le plus sollicité reste celui dentaire, puisque la plupart des patients venus de l'intérieur du pays disent avoir des problèmes d'accès aux soins dentaires. Il y aura également le reportage d'Oumar Mbaou avec ces jeunes venus de la Mauritanie. Ils ont parcouru des kilomètres pour venir assister à la Ziara, mais également pour se faire de l'argent. Ils vendent du thé du matin au soir et figurez-vous, ça leur rapporte beaucoup. Alors, Seydou Nourouba, rendez-vous tout à l'heure donc après cette session d'information pour le journal de la Ziara. Bonjour à tous et bienvenue à la technique Abdou Cham. C'est aujourd'hui que le jeune américain tué lors d'une agression au quartier Kanda Amadi Diakho de Kahone sera inhumé. Bassirou Sissé, dit Mohamed Sissé, sera enterré cet après-midi à 17h au cimetière de Medina Baye à Kaolack. Sa mère et certains de ses frères et sœurs vont assister à l'enterrement. Ils sont arrivés à Kaolack hier soir. Le père de la victime, Abdoul Aziz Sissé, grièvement blessé à la suite de cette agression, est toujours interné à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. RFM, la radio de toute l'actualité. Affaire Guy Marius Sagna, les avocats du célèbre activiste continuent le combat après le rejet de leur demande de liberté provisoire par la chambre d'accusation. Cette semaine, ils vont déposer une nouvelle demande de liberté provisoire dès la semaine prochaine. Écoutons là-dessus Maître Moussa Sarr, un des avocats de Guy Marius Sagna. Le pool d'avocats va poursuivre le combat judiciaire jusqu'à la libération de M. Guy Marius Sagna en faisant une nouvelle demande dès la semaine prochaine. Dès cette semaine, nous allons déposer une nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour permettre à Guy Marius Sagna de retrouver la liberté. Parce que nous estimons, comme nous l'avions déjà indiqué également, qu'il présente toutes les conditions, toutes les garanties juridiques et judiciaires prescrites par la loi
pour obtenir une demande de mise en liberté provisoire. Donc nous allons dans ce sens, sauf s'il n'est retenu pour autre cause que nous ignorons pour le moment. Non, nous sommes des avocats, nous ne préjugeons de rien. Notre rôle, c'est de mener le combat judiciaire en faisant notre travail, c'est-à-dire en exerçant notre rôle de défense. Nous ne présumons de rien, par conséquent, nous avons bon espoir, parce qu'en droit, Guy Marius Sagna réunit toutes les conditions exigées par la loi pour avoir la liberté provisoire. Par conséquent, nous ne préjugeons pas d'un résultat négatif. Au contraire, parce que nous sommes en terrain judiciaire et les exigences sont respectées. Nous avions fait une demande, elle a été rejetée. Nous sommes allés devant la chambre d'accusation qui a confirmé ce rejet. Donc en droit, nous avons la possibilité de revenir, nous allons exercer les ressources que nous donne la loi. Il ne s'agit pas de multiplier, mais de mener un combat judiciaire jusqu'à la libération de Guy Marius Sagna. Encore une fois, sauf s'il n'est détenu pour autre cause que celle pour laquelle il est détenu. En droit. Maître Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna, qui, je le rappelle, est en prison depuis presque 2 mois. Tous ses co-détenus sont aujourd'hui libres. Les 2 derniers, Fallou Galassek et Ousmane Sarr, ont bénéficié d'une liberté provisoire mardi dernier sur décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Recul démocratique, le Sénégal chute de 9 places. Notre pays est 9e africain et 82e mondial selon le rapport de l'agence The Economist Intelligence Unit. D'ailleurs, l'Afrique subsaharienne a enregistré son pire score avec 4,26 contre 4,36 depuis 2010. Les détails de ce rapport avec Aïssatou Faye-Bodian. The Economist Intelligence Unit donne depuis 2006 l'état de la démocratie dans le monde avec 165 pays divisés en 4 groupes. Les démocraties pleines ont un indice supérieur à 8. Les démocraties imparfaites sont comprises entre 6 et 8. Les régimes hybrides, c'est-à-dire qui sont à mi-chemin, sont entre 4 et 6. Et les régimes autoritaires ont un indice inférieur à 4. Le Sénégal est classé parmi les pays hybrides avec 5,81 en 2019 contre 6,15 en 2018. Il occupe aussi la 9e place en Afrique derrière l'île Maurice qui est la première démocratie en Afrique, suivie du Botswana, le Cap-Vert, la Namibie et entre autres pays. Notre pays chute de 9 places en étant à 82e mondial. D'ailleurs, selon toujours le rapport, l'Afrique subsaharienne a enregistré son pire score depuis 2010 avec une baisse de 4,26 due à la dégradation du processus électoral notamment. The Economist Intelligence fait le rapport en se basant sur le processus électoral, le pluralisme, les libertés civiles, mais aussi le fonctionnement du gouvernement et la culture politique. Aïssatou Faye-Bodian, le ministre conseiller en communication à la présidence de la République, émet des réserves sur le rapport sur l'indice de perception de la corruption présenté par le Forum civil. C'était la semaine passée, le Forum civil donc, qui est une section de l'ONG Transparency International. Pour Seydou Gueye, le Forum civil a mal interprété ce rapport, un rapport qui présente des limites concernant donc les pertes au Sénégal. Le porte-parole de l'APR, Seydou Gueye, était tout à l'heure l'invité du grand jury. On l'écoute avec Babacar Fall. Ce que j'ai lu étant les propos du Forum civil, c'est 2 choses essentiellement. La première, c'est que le Sénégal serait un mauvais élève. Et la deuxième, c'est que cet État est lié au manque d'engagement pour poursuivre les politiques de lutte contre la corruption. Je mets ça en opposition à ce que j'ai entendu sur une radio internationale et qui sont les propos de Transparency International, qui évoquent les limites objectives de ce rapport. D'abord, limites qui portent sur 2 choses. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'interroger tous les pays. Donc on ne peut pas, et ils l'ont dit même en disant que ce serait pas très indiqué que la presse titre à la une ce rapport, puisque dans leur démarche, ils reconnaissent le côté imparfait de leur méthode. Ils n'ont pas toutes les données sur tous les pays, première chose. La deuxième chose, c'est que ce rapport ne mesure pas objectivement la corruption. Il mesure la perception que certains acteurs interrogés ont de la corruption. Ça, ce sont les 2 réserves données. Mais pour ce qui est objectif, nous sommes dans ce domaine, dans un processus d'amélioration continue. Ce qu'il indique, c'est que entre 2011 et aujourd'hui, le Sénégal est passé de la 112e place
place à la 66e place. Ce dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, vous estimez alors que le Forum civil qui représente cette ONG internationale au Sénégal, que le Forum civil a fait une mauvaise interprétation? Mais vous savez, un rapport, vous lui donnez la lecture que vous voulez. Mais moi, je m'en réfère à la source. Et la source, elle appelle à la prudence et à la précaution. Birahim Seck, qui dirige le Forum civil, vous le trouvez comment, objectif ou anti-Macky Sall, anti-pouvoir? Non, je crois qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle puisqu'il fait partie de la catégorie de ce que j'appelle les nouveaux acteurs, pensent avoir une légitimité et qui revendiquent de nouveaux rôles. Et ça, ce sont des évolutions de la démocratie. Seydou Gueye, ministre conseiller en communication à la présidence de la République. Je rappelle qu'il était tout à l'heure face au grand jury, une émission animée par Babacar Fall. L'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil qui traverse des difficultés financières, elle est au bord du gouffre. Le directeur général tire la sonnette d'alarme. L'ANAMO, selon Maodo Malik Mbaye, est laissée à elle-même. L'agence, toujours de l'avis du directeur général, n'a pas les moyens de sa politique. Une indignation exprimée à Ngaye Mékhé lors d'une cérémonie de remise de matériel à la maison de l'outil de Mékhé. Cheikh Anta Diop. L'ANAMO souffre, l'agence n'a plus les moyens de sa politique de création d'emplois. C'est le cri du cœur lancé par le directeur général de l'Agence nationale à la maison de l'outil, Maodo Malik Mbaye, à l'occasion d'une cérémonie à la maison de l'outil de Ngaye Mékhé. Mais nous en profitons également pour lancer un cri d'alarme sur la situation financière de l'ANAMO. Nous disons à l'État du Sénégal, au ministère des Finances, c'est d'appuyer fortement la maison de l'outil. Et l'ANAMO est aujourd'hui dans une situation de raréfaction des moyens qui nous pose problème. Ce n'est pas en phase avec les instructions du président de la République. Le directeur général de l'ANAMO rappelle les nombreux efforts consentis. Pour lui, l'agence s'est impliquée dans la lutte contre le chômage des jeunes. Aucune structure de l'État, de 2012 à maintenant, en termes de formation, d'insertion, de donner de l'emploi, n'a fait autant que l'ANAMO. Mbaye Thiam, cet artisan de Mékhé, apprécie à sa juste valeur l'implantation de la maison de l'outil à Ngaye Mékhé. La maison de l'outil qui regroupe un certain nombre d'équipements mécaniques, électriques, électromécaniques permet à l'artisan de mieux produire. Mékhé, le maire Maguette Wade en a profité pour annoncer la construction d'un centre de formation des peaux de cuir à Mékhé, un projet entièrement financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 2,350 milliards de francs CFA. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il est 12h13. Barthélémy Ngom. L'échec de la rencontre d'hier entre le G7 et le gouvernement ne surprend pas le G20. Pour ce groupe de syndicats d'enseignants, l'objectif n'est rien d'autre que de faire arrêter la grève sans avancement sur les accords. L'absence du ministère des Finances en est une parfaite illustration selon le G20. Par ailleurs, ces syndicats d'enseignants veulent une jonction plutôt des forces avec les syndicats les plus représentatifs, le G7 donc, pour engager ensemble la lutte. Abdoulaye Diop. L'échec de la rencontre entre le G7 et le gouvernement est loin d'être une surprise pour le G20. Elle n'avait pour objectif que d'arrêter la grève sans faire bouger les lignes. Dambodj, coordonnateur du G20. Nous savions que le gouvernement cherchait à déjouer la crise et à semer la zizanie dans nos secteurs et à faire arrêter la grève sans faire bouger les lignes. Nous considérons que d'abord le premier acte de manque de respect envers les enseignants, c'est de ne pas convier autour de la table le ministère des Finances. Nous, on ne s'intéresse pas à ces questions de pilotage. Les enseignants demandent la révision du système de rémunération pour tous les agents de l'État. Le secrétaire général du CUSEMS authentique lance par ailleurs un appel au G7. Il demande d'unir les forces pour contraindre l'État à satisfaire leurs points de revendication liés au système de rémunération de la fonction publique. Nous profitons de cette occasion pour lancer encore un appel au G7 pour leur dire qu'aujourd'hui, la seule position qui vaille, c'est de regrouper toutes les forces pour contraindre le gouvernement à ouvrir des négociations inclusives sur le point qui intéresse les enseignants, c'est-à-dire le système de rémunération, pour qu'enfin qu'on règle définitivement les injustices et les iniquités dont les enseignants souffrent depuis plusieurs années. Le groupe de syndicats les plus représentatifs, le G7, se dit ouvert à cet appel. Saourou Sène, coordonnateur du G7. La jonction, elle est déjà faite, du moment que lorsque nous avions déjà déclenché le mot d'ordre de grève du 22 et du 23, ils ont appelé leurs collègues à suivre le mot d'ordre et je crois qu'ils ont
suivis, c'est l'essentiel. De toute façon, nous, au niveau du G7, nous sommes bien sûr ouverts à tout le monde. Les camarades là du G20 peuvent s'apprêter à nous de façon officielle. Le G7 a observé une grève totale suivie d'une marche nationale jeudi dernier. Le G20, lui, avait observé un débrayage le 14 janvier. Abdoulaye Diop, et puis s'exprimant sur la rencontre d'hier, l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal préfère ne pas parler d'échec, d'autant plus que le fil du dialogue n'est pas encore rompu. C'est en quelque sorte pour dire que l'espoir est encore permis. Abdoulaye Fane appelle le G7 à suspendre son plan d'action le temps d'une rencontre avec le ministre des Finances sur le système de rémunération. Nous pensons qu'il n'y a pas d'échec dans la mesure où, dès l'instant que le fil du dialogue n'est pas rompu, les échanges continuent, les discussions continuent et toutes les parties acceptent de se retrouver autour d'une table pour discuter de manière vraiment ouverte. Donc, il n'y a pas d'échec. Cependant, ce que nous déplorons, c'est que depuis les dépôts de préavis de grève, il a fallu attendre jusqu'au 16 janvier, le jeudi passé, que vraiment le gouvernement appelle les syndicalistes pour discuter sur des points qui datent du 17 février 2014. Bien que quand même il y a eu des avancées. Donc ceci ne constitue pas des négociations, mais c'est des revues, d'accord. Et il s'agit de faire le point et d'insister sur ce qui semble être les plus sensibles, les plus prégnants, à savoir le système de rémunération des fonctionnaires qui est un système qui est transversal. Et nous espérons que, comme l'a dit le docteur Cheikh Kanté, il va inviter les ministres en charge des finances pour parler de certaines questions, le ministère de l'urbanisme et les autres ministères dont les dossiers sont véritablement urgents pour qu'ils puissent se rencontrer rapidement. Pourquoi pas régler de manière définitive ces questions-là. Abdoulaye Fane, le président de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, l'UNAPES. Retour au Bercail. Les anciens du lycée Ahmed Fall Braya de Saint-Louis, toutes générations confondues, étaient dans l'établissement hier samedi et ça s'appelle Del Lundar. Cette année, c'est la 7e édition. Tous les cadres issus de ce lycée ont engagé un plaidoyer pour sa réhabilitation. Ils demandent également un retour à l'enseignement des valeurs à travers l'éducation civique. C'est dans le dessein de prévenir les actes d'indiscipline qui conduisent le plus souvent à des conflits entre élèves et professeurs. Mohamed Nabissila. La convergence des anciens du lycée Ahmed Fall a plaidé pour la réhabilitation de leur établissement après avoir apporté un don important pour les élèves. J'ai quitté le lycée Ahmed Fall en 1966. J'y reviens après 54 ans. Donc vous devez imaginer un peu mon émotion. Et nous avons tout fait pour rassembler le maximum de l'eau, faire plaisir à nos petites filles, à nos filles. Après des panels liés à l'importance de l'enseignement des sciences, mais aussi des causeries sur la prévention des viols et abus sexuels. On a 10 ordinateurs fixes et 5 portables. On a donné des milliers de cahiers, milliers d'annales. On a donné des bics, des crayons. Les anciennes falliennes sont revenues sur l'importance de l'éducation nationale avec des matières liées au savoir-vivre pour prévenir les conflits entre élèves et professeurs dans les établissements du Sénégal. Si on n'éduque pas les jeunes, on n'aura pas des adultes capables. Avant, les professeurs étaient très sérieux et très respectueux. Ce n'est plus le cas maintenant. Les cours de savoir-vivre, tout ça manque. C'est pourquoi les gens ne savent plus où mettre les pieds. La 7e édition de Del Lundar a été une réussite totale. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila, il s'agit donc du lycée Ahmed Fall et non du lycée Ahmed Fall Braya. La précision est de taille. Déception, c'est le sentiment le mieux partagé chez les travailleurs des collectivités territoriales. Et, déception après la publication du contenu de la fonction publique locale grande a été leur surprise. Certains vont être dégradés et leur traitement salarial plutôt réduit à la baisse. Mais vous allez les entendre, ils ne comptent pas se laisser faire. Babacar Diouf. Les travailleurs des collectivités territoriales l'ont attendu de toutes leurs forces, mais les clauses de la fonction publique locale risquent de décevoir. En tout cas, ce qui leur a été présenté lors du comité régional de développement à Diourbel est loin de leurs attentes. C'est à la limite une dégradation, a dit Alunka, secrétaire municipal de la commune de Kayel, qui a parlé au nom de ses collègues. La fonction publique locale qui vient est presque 95% des agents anciens assistants communautaires reclassés par la commission ad hoc comme des communes d'administration. Alors que nous tous, notre dernier diplôme c'est le bac et on a des diplômes professionnels. Et vous voyez, on présente avec des salaires vraiment très dérisoires. Ce qui veut dire, ce qu'on attendait de la fonction publique locale, vraiment, on ne l'a pas encore vu. Une autre manche du combat doit alors s'ouvrir. Mais avant tout, une rencontre avec le ministre de tutelle s'impose. Ce que nous attendons, c'est d'aller rencontrer le ministre et lui dire que vraiment,
il faut qu'ils prennent en compte nos préoccupations parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on soit intégrés comme des comités d'administration. Ils devront alors batailler ferme pour voir leurs doléances satisfaites puisque le ministre des collectivités territoriales est déjà convaincu que la fonction publique locale offre des avantages. C'est l'audit qui a permis de dire sur les 11 000, il y en a 9 000 environ qui répondent à ces critères-là et qui, s'ils le souhaitent, peuvent être recrutés dans la fonction publique locale. N'oublions pas que ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, cette fonction publique locale présente des avantages. C'est comme qui dirait qu'un dialogue de sourds s'établit entre travailleurs des collectivités locales et leur ministre de tutelle après de longues années de lutte. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. La journée mondiale des lépreux célébrée aujourd'hui dimanche, la cérémonie officielle se tient à Djombo. Djombo, c'est un village de reclassement social de la commune de Gourel, c'est dans le département de Podor. Au Sénégal, 189 nouveaux cas ont été enregistrés en 2019. Les régions de Dakar et de Diourbel sont les plus touchées. Aujourd'hui, la principale doléance de l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées reste l'abrogation de la loi sur les villages de reclassement social qui date de 1976. Ces villages de reclassement social sont spécifiquement réservés aux lépreux. Eh bien, la directrice de l'action sociale au ministère de la Santé et de l'action sociale, révèle que l'État travaille à l'abrogation de cette loi, mais elle souligne que le dernier mot appartient au chef de l'État. Aram Topsen, interrogé par Elad Ndjogoudien. Nous, au niveau institutionnel, ce qu'on peut faire, c'est préparer les textes sensibilisés, mais là, c'est la prérogative du chef de l'État. Donc, c'est le chef de l'État qui décide de l'abrogation de la loi, parce que c'est une loi 7604 qui a été mise en place par le président Léopold Sédar Senghor. Pendant cette période, il y avait beaucoup de stigmatisation sur les personnes atteintes de lèpre et ces villages ont été créés pour vraiment leur permettre d'être en communion, mais également de pouvoir partager avec les mêmes personnes qui ont pratiquement les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, nous avons vu que ces villages sont complètement des villages isolés. Mais actuellement, c'est des villages qui sont pratiquement dans les villes. Et dans ces villages, on ne voit plus de personnes atteintes de lèpre. Donc, nous avons vraiment pris en compte leurs doléances et nous allons le traduire en acte à soumettre à notre ministre qui lui-même va le poser en termes aussi d'actes au niveau du président de la République. Mais la dernière décision revient au président de la République. Nous, en tant qu'institutionnels, nous y travaillons et nous pensons que normalement, ça doit pouvoir se faire. Quand est-ce que cela va se faire, cette loi sur les villages de reclassement sera abrogée? Je ne peux pas vous donner de date parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est à lui de décider. En tout cas, nous y travaillons. Il faudrait que le chef de l'État soit vraiment sensibilisé pour qu'on puisse vraiment accéder à la requête. Aram Topsen, la directrice de l'action sociale au ministère de la Santé et de l'action sociale. Je rappelle donc que la journée mondiale des lépreux est célébrée ce dimanche. Une autre journée mondiale, celle de la douane, également célébrée ce dimanche sous le thème « La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ». Il s'agira donc de mettre l'accent sur la manière dont la douane répond aux préoccupations des populations, aussi bien sur le plan socio-économique, sanitaire qu'environnemental. Au Sénégal, la cérémonie est prévue demain lundi à Tambacounda. Et le choix de la capitale orientale, vous allez le voir, n'est pas fortuit. Eh bien, c'est parce qu'en 2019, les soldats de l'économie ont réalisé de bons résultats. Contrairement aux années précédentes, 72 kg de cocaïne, plus de 4 tonnes de chanvre indien et pas moins de 300 kg de cyanure ont été saisis là-bas à Tambacounda. Moussa Oumar Gueye. Les saisies opérées courant 2019 par les soldats de l'économie ont largement contribué au choix porté sur la région de Tambacounda pour abriter la célébration de la Journée internationale de la douane. Colonel Georges Djemé, le directeur régional des douanes du Sud-Est, Tambacounda-Kédougou. Nous pouvons retenir par exemple la saisie de 72 kg de cocaïne et la saisie de près de 4 tonnes de chanvre indien sur l'ensemble des 2 régions administratives qui constituent la direction régionale du Sud-Est. À cela s'ajoute effectivement un lot important de médicaments prohibés, de cigarettes qui ne répondaient pas aux normes sénégalaises, un lot aussi important de cyanure, de mercure, de zinc, qui sont des substances qui attaquent non seulement la nappe phréatique, mais qui sont des produits pratiquement cancérigènes pour nos populations. La saisie des peaux de crocodile, de défense d'éléphants, qui sont des espèces largement protégées et qui sont couvertes par des conventions auxquelles le Sénégal, effectivement, a ratifié. En prélude à la cérémonie officielle qui sera présidée ce lundi par le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, la communauté douanière avec à sa tête le colonel Abdourahmane Dieye, le directeur général, plusieurs
actions ont été menées entre le lycée Mame Cheikh Mbaye, l'inspection d'académie et l'hôpital régional, ceci sanctionné par une randonnée pédestre. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Direction Banjul, Wuri Diallo, notre correspondant permanent en Gambie. Wuri, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Alors, la marche du mouvement citoyen Trieuse Jotna qui a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Oui, Barthélémy, il faut dire que c'est tout à fait le contraire de ce qui a été annoncé hier, ou bien même avant-hier, parce que le gouvernement, quand ils ont donné le permis à ce mouvement-là, ils avaient dit que la marche allait démarrer à 12h pour se terminer vers 14h. Voilà, c'est ce qui a été convenu, les marcheurs sont sortis pour se rassembler, et tout à coup, selon ce qu'ils ont dit, la police a chargé avec des coups de lacrymogène, et eux aussi, en réponse, ils ont brûlé des pneus, barré la route, et là, actuellement, le trafic est complètement interrompu. On ne sait pas d'abord où est-ce que ça va se finir. En tout cas, la Croix-Rouge est là pour acheminer certains blessés sont déjà acheminés à l'hôpital. Voilà, c'est un peu ça la situation actuellement ici, Barthélémy. Merci Wuri Diallo. Situation confuse donc en Gambie après la dispersion de la manifestation du mouvement citoyen Trieuse Jotna qui exige la tenue d'une élection présidentielle. C'était une promesse d'Adama Barrow en 2016. Nous y reviendrons avec Wuri Diallo dans nos prochaines éditions. Le coronavirus, je vous l'annonçais en titre, l'épidémie s'accélère et se propage de jour en jour à travers le monde. Le président chinois Xi Jinping évoque la gravité de la situation mais assure que la Chine peut bel et bien remporter la bataille. Le coronavirus a déjà tué 56 personnes en Chine. Plusieurs pays sont aujourd'hui affectés. Le Canada a enregistré son premier cas. Les détails avec Mamadou Aïchendiaï. L'épidémie de coronavirus continue de faire sa propagation. Avec ses 58 morts en Chine et plus de 2000 cas confirmés, le Canada, en Amérique du Nord, a enregistré son premier cas du coronavirus chinois à Toronto. La révélation est faite par les autorités de santé publique, déclarant que le malade serait âgé de 50 ans et revenu de Wuhan en Chine. Il est actuellement hospitalisé à Toronto à l'hôpital de Sunnybrook. Le malade est placé en isolement dans un local spécialisé à Prenton à travers la déclaration du ministère de la Santé publique. Le laboratoire de santé publique d'Ontario a confirmé que le cas était présumé positif et que le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg édifiera dès ce début de semaine le ministère de tutelle et l'opinion publique. Montréal, Mamadou Aïchendiaï pour Radio Futur Média. Le monsieur sport de ce midi, Cheikh Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy, bonjour à tous. Dakar lance officiellement le compte à rebours des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022. On est à 1000 jours exactement du démarrage de cette compétition majeure devant se tenir en 2022 au Sénégal. Hier, la place de l'Obélisque a abrité les festivités, c'était en présence de Sobekam. Le compte à rebours est lancé ce 26 janvier à la place de la Nation, J-1000 des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022. Tout devient urgent, selon le président du CONOS, Mamadou Diagne Ndiaye, qui rassure. On n'a pas attendu d'ailleurs le temps des 1000 jours pour démarrer. Les équipes sont en place, coordination se fait bien avec le CIO, qui se succède au Sénégal. Et c'est bon espoir qu'on va restituer de toute façon avec la presse sénégalaise, internationale, des big time on fera régulièrement le point de la situation. 206 pays vont prendre part à cette 4e édition des JOJ. 35 disciplines seront au programme, d'où le pari de réussir l'organisation. Le représentant du ministre des Sports, Ibrahim Andaou. Nous travaillons la main dans la main avec le comité et le coordonnateur de ce programme. Les dispositions seront prises au niveau de l'État pour que ces Jeux puissent être un succès à la mesure de l'attente que les Sénégalais. La maire de la ville de Dakar en fait un défi personnel pour la bonne organisation de cet événement mondial qui sera une première pour l'Afrique. Soham El Wardini. C'est tout à notre honneur. C'est pourquoi j'en profite pour lancer à tous les maires d'Afrique. Avec ces jeux qui arrivent, je pense qu'il y a un autre défi à relever, celui de rendre la ville propre pour bien recevoir nos autres étrangers qui vont arriver dans notre pays. Beaucoup d'autorités ont assisté à cette cérémonie. Le côté culturel n'était pas en reste avec la prestation des artistes. Wally Balarosek en live a régalé le public venu nombreux à la place de la Nation. Un reportage bien ambiancé de Soda. Toutes nos excuses en tout cas pour la qualité sonore de cet élément. Des extraits sonores dans le compte rendu.
Chertian Diagne, un derby de la Petite Côte cet après-midi pour clôturer la 7e journée de la Ligue 1. Stade de Mbour, Petite Côte, un derby local qui intéresse plus d'un sur la Petite Côte, actuellement dans le ventre mou du classement de la Ligue 1. Les deux clubs, le temps de cette rencontre, vont sans doute batailler ferme pour se rapprocher davantage du podium. Vieba est l'entraîneur adjoint de Cœur Major de Mbour, club de Ligue 2. Il livre ses impressions. C'est un match d'envergure, c'est un match que tout le monde attend parce qu'on l'appelle communément derby, opposant deux équipes de la ville de Mbour. Par rapport à ce match, c'est vrai que les gens sont un peu diversifiés parce que les deux équipes n'ont pas démarré le championnat du bon pied, mais depuis quelques matchs, aussi bien Mbour Petite Côte que Stade de Mbour, ces équipes sont en train de se ressaisir. Donc c'est des équipes qui de victoire. Donc là, avec la confiance en bandoulière, on est en droit de s'attendre à un match palpitant où toutes les deux équipes essaieront de maintenir une bonne cadence. Mais bon, par rapport à l'enjeu, je pense que peut-être que ce sera un match un peu fermé parce que ces équipes essaieront surtout de ne pas prendre une défaite pour cette journée parce qu'elles ne sont pas encore totalement en confiance. Est-ce que ce derby ne va pas accoucher d'une souris, si je peux vous permettre cette expression? Voilà, au stade Caroline Faye de Mbour, cet après-midi à 16h30, stade de Mbour contre Mbour Petite Côte, au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À 16h30 toujours ce dimanche, nous allons découvrir avec Diambar de Sali pour la suite de la 7e journée de la Ligue 1 chez nous. Au stade Anisitoé Diatta de Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui accueille à 16h30 Génération Foot. Au stade La Dior de Thiès, 18h, Synep Excellence de Thiès contre Ice Pikine. Hier, Tenguet FC a consolidé sa première place au classement après avoir battu le Niambour de Louga sur le score de 3-2. Le Giraffe de Dakar a battu le premier Dakar Sacré-Cœur sur le score de 2-0. La Ligue 2 qui va enchaîner aussi avec la suite de sa 7e journée ce dimanche au stade La Dior de Thiès à 16h. Amitié FC contre EJ Fatick au stade Alassane Djigo de Pikine, 16h30 Renaissance Union Sportive de Ouakam. Au stade Ndiarème de Guédiawaye à 16h30 GFC y accueille le Dakar University Club. À la même heure, cette fois-ci, à Ngalandou Diouf de Rufisque Port fait face à Africa Promo Foot. Au stade Lamine Gueye de Kaolack à 16h30, Sonacos de Diourbel contre Thiès FC. Au stade Massène Sène de Fatick chez vous Barthélémy, c'est le Diamono qui accueille à partir de 16h30 la Linguère de Saint-Louis. Hier à l'entame de cette 7e journée de la Ligue 2, Demba Diop FC a battu Cœur Major de Mbour sur le score d'1-0. Le foot à l'étranger et on commence par la France. La France où le Paris Saint-Germain leader va jouer en début de soirée à 20h contre Lille, le PSG est en déplacement. Mais avant cela, 14h, Lyon contre Toulouse. À 16h, Nantes joue contre les Girondins de Bordeaux. Hier, lors de la suite de cette 21e journée, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec à domicile par Angers sur le score de 0 but partout, 2-1 pour Saint-Etienne face à Nîmes. Brest domine sur le même score Amiens, 2-1. Metz, grâce à Habib Diallo, son Sénégalais, a dominé en déplacement à Reims sur le score 2-0. Montpellier 2, Dijon 1. Monaco a chuté face à Strasbourg, 3-1. À l'entame de cette 21e journée, c'était vendredi avec ce match nul entre Nice et Rennes, 1 but partout. En Espagne, on attend la sortie du Real Madrid qui pourrait éventuellement reprendre la place de leader en cas de victoire lors de son déplacement ce soir chez Valladolid. Hier, l'FC Barcelone a chuté à Valence sur le score de 2-0. Autre match attendu et qui se joue à l'instant entre l'Atlético Madrid et Leganés, sans cours de jeu donc. 0 but partout au moment où on entrait donc dans le studio. En Italie, c'est la 21e journée qui va se dérouler aujourd'hui ou même qui va se poursuivre. À suivre à partir de 19h, Napoli contre la Juventus de Turin leader. À l'instant, l'Inter de Milan, qui est le dauphin, mène 1-0 face à Cagliari. Hier, il faudra surtout retenir ce carton infligé au Torino par Atalanta, score de la partie 7-0. Cela n'arrive pas toujours dans les championnats européens. Mais c'est arrivé aussi dans le championnat allemand où on a poursuivi hier la 19e journée. Le Bayern de Munich qui a largement battu Schalke 04 sur le score de 5-0. Vendredi, à l'entame de cette 19e journée, Dortmund avait aussi largement battu l'FC Cologne sur le score de 5-1 avec le doublé de son phénomène. Il s'agit du Norvégien Haaland qui a été recruté, qui est entré en cours de jeu. Lui qui a signé un doublé, il est déjà à 5 buts après seulement 2 matchs pendant lesquels il est entré en cours de jeu. Certainement, on attend beaucoup plus donc de ce phénomène Haaland. Et pour parler donc toujours du championnat allemand, retenez que le leader Leipzig a chuté hier chez Francfort sur le score de 2-0. C'est l'essentiel des actualités sportives de ce midi Barthélémy. Merci. 1h di benn waxtu jot ca Sangap nekk ca diwaanu Kahone ñu di ko yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène